À la une de ce journal, la Guinée fête ce dimanche le 64e anniversaire de son indépendance. Le président de la transition a dépêché une forte délégation pour représenter le Mali. Elle est conduite par le Premier ministre par intérim, accompagné du président du CNT et de 5 membres du gouvernement. Session ordinaire de la conférence épiscopale du Mali au cœur de la réunion. L'organisation du prochain pèlerinage à Kita et certains sujets touchant la vie de la nation. Mossadegh Bali est le nouveau président du Conseil national du patronat du Mali. Il vient d'être élu à l'issue d'une assemblée générale de l'organisation patronale. Il dirige un bureau de 40 membres pour 5 ans. L'école ouvre ses portes lundi prochain au Mali. La rédaction s'intéresse ce soir à la disponibilité des fournitures scolaires. Le marché est bien fourni, mais les prix sont jugés chers. À suivre les précisions avec Fademba Keita. Madame, Monsieur, bonsoir. Direction Conakry, où le Premier ministre par intérim, à la tête d'une forte délégation, est arrivé hier pour prendre part aux festivités du 64e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée. Le Premier ministre par intérim a accueilli ici donc à sa descente d'avion par le Premier ministre guinéen et le président du CNT de Guinée, le colonel Abdoulaye Maïga, est l'envoyé du président de la transition, colonel Assimi Goïta, pour témoigner toute la solidarité du peuple malien à la République sœur de Guinée. Le chef du gouvernement est accompagné, nous l'avons dit, du président du CNT, de 5 membres du gouvernement. Les premières impressions du colonel Abdoulaye Maïga au micro de nos envoyés spéciaux à Conakry, Sira Batili et Aruna Diarra. La République sœur de Guinée célèbre très bientôt les 64 ans de son accession à l'indépendance. Et dans ce cadre, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a bien voulu participer pour faire honneur à son frère, son excellence le colonel Mamadi Doumbia, pour donner toute la valeur et toute l'importance à cette célébration. Je voudrais ici saisir l'occasion pour rappeler les liens historiques très forts qui existent entre nos deux républiques, la République du Mali et la République de Guinée. Et c'est la raison pour laquelle son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, a estimé que pour magnifier cette importante relation entre nos deux pays, il était important que le Mali y participe. J'ai l'honneur d'être à la tête de cette délégation composée de membres du gouvernement, il y a des ministres, mais également, il faudrait le souligner, le président du Conseil national de transition, qui est l'organe législatif au Mali. Je voudrais, au nom de nos plus hautes autorités du Mali, remercier les autorités guinéennes pour cet accueil très chaleureux. Encore une fois, je le réitère, c'est vraiment un grand honneur. Nous sommes très ravis d'être aujourd'hui à côté de nos frères. Le Premier ministre par intérim donc à Conakry pour prendre part aux festivités demain du 64e anniversaire de l'indépendance de la République sœur de Guinée. Lancement hier à Bamako du Forum national des droits humains. La rencontre se tient autour de la thématique de prise en charge des enfants victimes d'instabilité. Le forum est destiné à créer une plateforme commune pour les experts de la question pour un partage d'expériences. Le point est avec Adama Djimde. La prise en charge des enfants victimes d'instabilité est la thématique retenue pour le lancement officiel du Forum national des droits humains. Le dit forum vise à sensibiliser l'État, les partenaires et les représentants de la société civile. Il s'agit pour les initiateurs de contribuer à l'amélioration et au renforcement du système malien de protection des droits de l'enfant, particulièrement celui des enfants en situation d'instabilité. Jusque-là, notre coalition n'a pas abordé de tels sujets, qui est important pour que l'enfant soit en sécurité dans son milieu de vie. Ce panel est pour la COMAD une occasion de renforcer son positionnement sur les thématiques non encore explorées. Ce forum, nous l'organisons parce que nous pensons qu'il est temps d'être ensemble
pour réfléchir, explorer des pistes, trouver des solutions et les mettre en œuvre. La conjugaison des efforts des différents partenaires autour du forum est d'une importance capitale pour la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Le Forum national des droits humains se veut un cadre de rencontres, d'échanges, de production intellectuelle et de partage d'expériences. En effet, cet engagement ne doit pas être laissé à la seule charge ou discrétion de l'État, même s'il est évident que l'État est le principal débiteur en matière de respect et de protection des droits de l'homme. Raison pour laquelle la CNDH soutient l'institutionnalisation de cette initiative salutaire. Le président Boiré dira que la synergie d'action de l'ensemble des acteurs permettra de relever le défi. Parlons toujours questions liées aux enfants avec Save Children qui organise sa 3e rencontre du cadre interministériel de lutte contre le travail des enfants dans les sites d'orpaillage et dans les champs agricoles. L'ONG s'emploie à sensibiliser les organisations de la société civile, les communautés locales et les autorités. Objectif promouvoir, comme nous l'avons dit, les droits des enfants. Le reportage est signé Fantama Magnentao. La présente rencontre est un cadre d'échange sur la situation des enfants dans les chaînes d'approvisionnement du secteur agricole et de l'or. Il s'agit aussi d'inciter les secteurs étatiques, privés et associatifs, d'inciter des mécanismes efficaces pour lutter contre le travail des enfants et promouvoir leurs droits sociaux et éducatifs. L'objectif global de ce projet, c'est de libérer les enfants et les jeunes du travail et leur permettre de jouir de leur droit à une éducation de qualité et à un futur travail décent. Votre présence effective à cet atelier témoigne davantage tout l'intérêt que vous accordez à la protection et à la promotion des droits de l'enfant au Mali. L'ONG Save Children est résolument engagée dans la protection et la promotion des droits de l'enfant. Elle s'active avec l'ensemble de ses partenaires pour continuer à leur assurer une meilleure protection et un avenir promoteur. Nous sommes résolument engagés dans la protection et dans la promotion des enfants, dont celui à une éducation de qualité, et nous nous activons avec l'ensemble des partenaires pour continuer à leur assurer une meilleure protection et un avenir décent. Le Mali a élaboré un programme national pour l'élimination du travail des enfants et aujourd'hui nous sommes à la phase 2 de ce programme-là pour mettre en place un système cohérent et fédérateur de lutte contre le phénomène du travail des enfants. Et aujourd'hui, notre engagement, c'est qu'à tous les niveaux, chaque Malienne, chaque Malien s'implique pour que dans les villes comme dans les campagnes, nos enfants puissent pleinement jouir de tous leurs droits. Notons que le programme Travail pas affaires d'enfants, TPAE, évolue dans 6 pays. Est mise en œuvre dans 20 communes au Mali, réparties entre les régions de Ségou et Sikasso. Sa durée d'exécution est de 5 ans. Le cadre stratégique de refondation de l'État et son plan d'action. Le document était au centre des échanges entre les acteurs des médias et les ministères en charge de l'administration territoriale, des réformes politiques et institutionnelles et de la refondation de l'État. C'est une série de panels voulus par le ministère de la refondation de l'État avec toutes les sensibilités de la population. La rencontre d'aujourd'hui visait l'appropriation du document par les hommes de médias pour plus d'inclusivité dans sa mise en œuvre. Le point avec Nouhoum Sissoko. Cette rencontre est un cadre d'information et d'appropriation du document du CSRE, cadre stratégique de refondation de l'État et son plan d'action 2022-2031. Elle est organisée par le ministère de la refondation de l'État et vise à outiller les représentants de l'administration, des institutions et autorités administratives indépendantes, de la classe politique, des organisations de la société civile, des syndicats, du patronat, des universités et des forces vives de la nation et des collectivités pour une mise en œuvre efficace du CSRE. Et ces échanges avec les acteurs des médias ouvrent le bal de la série de panels à l'agenda du ministère de tutelle. Organiser des rencontres qui visent à permettre à l'ensemble des Maliens d'être informés et de s'approprier les recommandations des Assises nationales de la refondation est une très bonne chose.
La mise en œuvre commence pendant la période de transition. Donc, il y a le plan d'action global qui porte sur 517 actions. Il y a le plan d'action prioritaire du gouvernement de transition sur 55 actions. Et il y a 155 actions dont la mise en œuvre commence pendant la période de transition et justement se réaliseront au-delà. La vision du cadre stratégique de refondation de l'État consiste à un changement de comportement pour un Mali bien gouverné, sécurisé et stable, soucieux du développement durable, du vivre ensemble et respectueux des droits de l'homme et des valeurs socio-culturelles. Le pays est tombé pour nous tous. Maintenant, il s'agit de le relever. Les mêmes acteurs peuvent changer de paradigme, peuvent changer de perception, avoir une nouvelle vision partagée et se donner la main pour redresser le pays. Cette activité d'information et d'appropriation des différents acteurs constitue une étape décisive pour la mise en œuvre des actions prioritaires du CRSE durant la période de transition en cours. Session ordinaire de la conférence épiscopale du Mali, la rencontre s'est penchée sur l'organisation du prochain pèlerinage à Kita. Les évêques ont aussi abordé certains sujets touchant la vie de la nation. Aridou Matina. Réunis en session ordinaire de la conférence épiscopale, les évêques du Mali durant quelques jours ont examiné et adopté plusieurs textes. Après la validation de ces textes, les évêques ont abordé plusieurs autres sujets. Les évêques ont réfléchi sur comment mieux organiser la jeunesse catholique au niveau national et traiter des sujets relatifs à la préparation du pèlerinage marial national qui aura lieu les 19 et 20 novembre 2022 à Kita. Ils ont traité de leur participation à l'intronisation de son Excellence Monseigneur Norbert Turini, nouvel archevêque de Montpellier, France, qui aura lieu le 23 octobre 2022. Les évêques ont aussi examiné la participation de notre Église à certains rendez-vous internationaux de l'Église universelle en 2023. Les évêques ont procédé à des nominations et au renouvellement du mandat du président sortant qui a été reconduit pour 3 ans. Concernant l'actualité du pays, elle a été largement évoquée lors de cette session pastorale de septembre. Les évêques, sachant que le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, est souffrant, ont prié pour lui. Ils se réjouissent du bon travail que font les autorités et du réveil patriotique des Maliens et des Maliennes. Ils les félicitent et les encouragent à continuer dans ce sens pour la réussite de la transition. Ils appellent les filles et les fils du pays à l'union sacrée autour de l'essentiel qu'est le Mali. La session a également saisi l'occasion pour remercier et inviter la communauté catholique à une prière mariale et missionnaire fervente durant le mois missionnaire et du rosaire qui commence ce samedi 1er octobre 2022. Lundi prochain, les élèves reprennent le chemin de l'école. À la veille de cette rentrée des classes, la rédaction s'est intéressée à la disponibilité des fournitures scolaires. Comme ça, vous allez le voir, le marché est bien fourni, mais cette année, les prix sont jugés chers. Fadema Keita. Tout le monde s'y attendait. Les fournitures scolaires sont en quantité suffisante, mais n'ont pas échappé à la flambée vertigineuse sans raison des prix de la plupart des articles et produits maliens ou importés vendus sur les marchés. Selon les revendeurs, du déclenchement de la pandémie du Covid-19 à ce jour, le prix de la rame de papier ne cesse de grimper. Une thèse qui tient peu car le paquet de cahiers était vendu l'an dernier à 1250 francs CFA et cette année à 1750, 2000 voire 3000 francs CFA. Pour le moment, tous les marchandises sont montés maintenant. Bon, les cahiers là, les 50 pages, on va à 2000 francs. Les 100 pages, on va à 1750. Bon, il y a un autre cahier, c'est un cahier étranger. Donc on va à 2500. Pourquoi c'est monté? Bon, c'est pas nous. Peut-être... Tout le monde dit que c'est pas nous, mais c'est qui? Parce que nous, on part en Europe et à Dubaï et tout ça.
c'est monté maintenant, même à 2 mois là. Quant aux sacs d'écoliers, les vendeurs estiment qu'ils sont moins chers. Les prix des sacs varient selon la qualité du sac. Ils vont de 4 000, 5 000 à 12 500 francs CFA. Ils sont jolis et endurants. J'en ai en quantité suffisante. Et pourtant, ce client dépassé par le montant du sac choisi avoue le contraire et n'est pas prêt à marchander. Comment je peux marchander un petit sac qui se vendait l'année dernière à 3 000 francs CFA? Cette année, il me dit 7 000. C'est coûteux. Je rentre d'abord à la maison. Le revendeur ambulant, conscient du coût de la vie, se demande si ces fournitures sont destinées à nos enfants. Il trouve que les commerçants sont aussi parents d'élèves, tout comme les clients. Je revends des sacs, mais les commerçants sont sans pitié. Nous sommes tous maliens. Ces élèves sont nos enfants. Les parents ne peuvent pas s'en sortir dans ces conditions. Ils ont d'autres dépenses à faire. Ayez pitié. Les grossistes avouent une augmentation légère des prix des cahiers, mais pas des livres et des autres fournitures. On a suffisamment de fournitures. Les fournitures scolaires sont au rendez-vous. Tout est au complet. On attend seulement les clients. Pratiquement, on a tout. On a les cahiers, les bics, les livres, tout. Les sacs, tous les fournitures pour les enfants. Les cahiers, les prix n'ont pas tellement changé, mais le prix a un peu augmenté par rapport à l'année dernière. Quand les clients viennent, ils verront que vraiment nos prix sont très abordables. Les livres sont très abordables. Le prix n'a pas du tout changé. Au contraire, les livres ont beaucoup diminué par rapport à l'année dernière. J'ai payé des classeurs, des cahiers, voilà, donc les règles et puis tous les matériaux didactiques, quoi. On m'a fait quand même la facture, et j'ai pas quand même marchandé, mais j'ai acheté une classeur, je sais pas, la classeur on m'a donné à 3 000. Les cahiers qu'on met également dans les classeurs là, 1000 francs. Voilà, et puis une autre catégorie, n'est-ce pas, des cahiers de 200 pages là, avec des cahiers de 100 pages. De toutes les façons, les enfants prendront le chemin de l'école ce 3 octobre, mais à quel prix? Fadimba Keita, autre grand format de la rédaction, avec une note d'histoire. Partons à Kayo, localité située à une dizaine de kilomètres de Koulikoro. Le village abrite la demeure d'une sirène peu connue de la population malienne. Pourtant, le Faroti est inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel national. Découverte de ce site légendaire avec Djemba Moussa Konaté. À l'entrée de la ville de Koulikoro, un imposant monument se dresse, dénommé Faro, en français la sirène. Le monument est une illustration de cet être fabuleux qui a sa demeure ou Faroti dans le lit du fleuve Niger à quelques encablures du village de Kayo. L'existence du village serait liée à la sirène selon les chefs coutumiers. Selon l'histoire, avant 1600, nos ancêtres quittaient Ségou pour venir faire la chasse à Kayo. J'ai appris auprès des anciens que c'est la sirène qui faisait traverser nos ancêtres sur l'autre rive pour la chasse. C'est ainsi qu'ils ont été inspirés par la position géographique de Kayo et ont fondé le village avec les Koulibaly. À cette époque, la sirène échangeait avec nos ancêtres et leur prédisait l'avenir. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. La sirène quand même a existé avant le village, donc on ne peut pas dire quand. La sirène, bon, ça ne peut être qu'un génie, pour ne pas dire diable. Selon les anciens du village de Kayo, la sirène est non seulement l'ange protecteur de la localité, mais aussi prédisait l'avenir au chef du village d'antan. Comme disaient nos parents, la sirène jouait un grand rôle, puisque c'était lui quand même qui prédisait, qui était presque le conseiller de nos chefs de village. Dans l'année, tout ce qui arrivait comme malheur, comme bonheur, c'était lui le rapporteur.
Pour perpétuer l'histoire de la sirène auprès des générations futures, un monument lui a été dédié par le promoteur de l'hôtel Nanagaleni en avril 2021. Une initiative saluée par les autorités municipales et la direction régionale de la culture. On a implanté ce monument. L'importance de ce monument, c'est d'abord d'embellir la ville de Koulikoro. D'embellir la ville de Koulikoro le jour des mariages. Les enfants, les mariés viennent ici faire des photos et très jolies à voir. Aujourd'hui, un grand investissement au compte de la commune et que les jeunes passent tous les week-ends autour de cette sirène communément appelée Bafaro. C'est une manière de ressusciter la nouvelle génération. Faroti, ou la demeure de la sirène, est inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel en 2013, compte tenu de son importance pour l'histoire et pour la croyance de la communauté locale. Ça constitue un support pédagogique pour la connaissance du patrimoine culturel pour les générations futures. Mossadegh Bali est élu président du Conseil national du patronat du Mali. C'est à l'issue d'une assemblée générale de l'organisation patronale. Il présidait la seule liste présentée pour ce scrutin. Le tout nouveau président du CNPM a se dit honoré pour la confiance et a appelé à la mobilisation autour des défis futurs. Modibo Mariko. Un dispositif sécuritaire bien en place, des délégués présents prêts à prendre part au vote, c'est bien une journée de mobilisation générale au Conseil national du patronat qui n'aura rien oublié pour sa réussite. Déjà dès 8 heures, les dispositifs techniques du secrétariat étaient en place et pouvaient enregistrer et attribuer des badges aux délégués qui, une fois installés, laissaient place aux choses sérieuses. En ma qualité de président de l'administration provisoire, je déclare ouverte cette assemblée élective qui misant les bureaux de patronat en place. Le bureau de vote présidé par Modibo Boundi prend du coup les choses à main, fait le constat de la présence complète du matériel, prend connaissance du règlement électoral pour, par finir, définir avec les délégués sa méthodologie. Puis après commence les votes proprement dit. À l'issue de 6 heures d'opération, soit de 10 heures à 16 heures. Et c'est la liste unique présidée par Mossadegh Bali qui sort gagnant. Sur 129 délégués inscrits, 117 ont voté, soit un taux de participation de 90,70%. Une liste de 30 membres plus 9 autres du comité statutaire. Et le nouveau président tout terrain d'appeler à la mobilisation et à l'unité pour relever les défis à venir. C'est le temps de rassembler. Et notre bureau tend la main à tous les ressortissants du secteur privé, sans exclusive. C'est le temps de se projeter vers le futur, parce que notre pays se porte très mal, donc notre économie se porte très mal, donc nos entreprises se portent très mal, et c'est le temps maintenant de se projeter sur comment relever notre pays, notre économie, nos entreprises. C'est le temps pour nous, en tant qu'organisation fêtière du secteur privé, en tant que syndicat du secteur privé, de défendre nos intérêts et de les défendre de façon citoyenne, de les défendre de façon professionnelle et de les défendre avec acharnement, parce qu'après tout, ce pays nous appartient. Le consensus aura prévalu pour l'élection de ce nouveau bureau en place pour 5 ans et qui comporte 5 femmes. Cette assemblée générale aura aussi été le cadre pour l'administration provisoire de faire le point de ses activités et du rapport financier durant ces 6 mois d'exercice. Le terrain est ainsi balisé pour permettre au CNPM de tourner définitivement la page de la crise qu'il a connue pendant au moins 2 années durant. L'ANPE et l'ONAP, l'Office national pour la promotion de l'emploi du Tchad, signent une convention. Le partenariat s'articule autour des axes stratégiques en matière de création et de promotion d'emplois dans les 2 pays. La signature de ce plan d'action s'est déroulée à Bamako en présence du ministre en charge de l'emploi, Batraouri. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE et l'ONAPE, Office national pour la promotion de l'emploi du Tchad, optent pour le renforcement de la coopération bilatérale en matière de création et de promotion d'emplois. La convention qui concrétise cette collaboration fait suite à l'accord de partenariat signé en mars 2019 entre les 2 entités. Ce plan d'action est construit autour de 4 axes. Le premier, il est relatif à la digitalisation.
Le deuxième est le relatif à tout ce qui concerne les questions environnementales, donc l'emploi durable, l'emploi vert. Et le troisième est le relatif à la coopération multilatérale, donc coopération migration professionnelle en termes de migration professionnelle de la main-d'œuvre. Et également le quatrième porte sur le niche de création d'emplois et de promotion d'emplois en termes d'insertion, de reconversion, mais aussi de partage d'expériences et d'outils d'intermédiation. La partie tchadienne voit en l'initiative un partage d'expérience. L'AMP Mali a fait ses preuves dans les structures que nous on ne connaît pas. On est venu avec nos équipes, les techniciens sont là. Ils ont travaillé pendant 5 jours et répartis dans toutes les structures de l'AMP. Et on a vu l'expérience même que l'AMP Mali travaille. Maintenant, le reste est que l'équipe de l'AMP Mali, les techniciens viennent au pays et on va faire l'échange de nos expériences entre nous. La présente cérémonie de lancement est donc une occasion opportune pour saluer encore une fois l'excellence des relations entre le Mali et le Tchad en général et particulièrement entre l'ANPE et l'ONAPE, les deux services publics en charge de la promotion de l'emploi dans nos deux pays respectifs. Je reste convaincu qu'il aura permis aux deux structures, ANPE et ONAPE, d'avoir des échanges fructueux et gagnant-gagnant sur leurs attentes respectives en termes d'information sur le marché du travail, de renforcement des capacités, d'amélioration des ressources humaines, de communication et de digitalisation, entre autres. Les cadeaux entretiennent l'amitié, dit-on le plus souvent. C'est tout le sens de la remise faite à la délégation tchadienne par le ministre Bakary Doumbia. Inauguration à Kay de 2 centres de santé communautaires. Le premier est à Lafiabougou Sud, financé à plus de 150 millions de francs CFA par le Royaume du Danemark. Et le deuxième CESCOM est situé à Benkunda, financé à près de 100 millions de francs CFA par la Banque mondiale. Le point avec Kansuto Kanoté. Les CESCOM de Kay-Lafiabougou Sud et Benkunda sont désormais opérationnels. Ils ont été inaugurés ce jeudi 29 septembre 2022. C'est un ouf de soulagement pour la population. Elle va permettre d'augmenter l'offre de services de prévention des maladies évitables par la vaccination, de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile et d'abaisser l'incidence des maladies courantes telles que le paludisme et les infections respiratoires aiguës, première cause de consultation dans nos structures de santé. Avoir la chance pendant un mandat d'inaugurer 2 CESCOM sur un même territoire, je crois que c'est vraiment un sentiment de satisfaction et de bonheur. Pour celui de Lafiabougou Sud, c'est 155 millions, entièrement financé par le Royaume du Danemark. Et pour celui de Benkunda, c'est à peu près 100 millions financés par la Banque mondiale à travers le PACOM. L'infrastructure et les équipements ont été financés sur fonds propres de la commune urbaine de Kay. Pour le chef de l'exécutif régional, ces centres de santé communautaires CESCOM ont besoin d'accompagnement et de suivi. Ces centres de santé viennent renforcer le dispositif sanitaire dans le cercle de Kay et aussi prendre en compte l'un des objectifs des plus hautes autorités de la transition, à savoir le bien-être de nos populations. Et je voudrais lancer par la même occasion un appel aux bénéficiaires de prendre soin de ces centres-là. Parce que les défis sont tellement énormes et c'est eux qui sont les bénéficiaires. Il est important qu'ils prennent soin de ces centres-là et surtout à bien gérer les ressources qui seront mises à disposition ou les ressources qui seront générées par ces centres-là. Et que les personnels qui seront là soient dans leurs droits. Les bénéficiaires de ces 2 CESCOM sont sortis en grand nombre pour dire merci aux donateurs. Et le point Covid du jour. Ce samedi, les services de santé ont enregistré 3 nouveaux cas positifs sur 569 tests réalisés. On note 25 patients guéris et pas de décès. À ce jour, 176 patients sont placés sous traitement. Remise symbolique de produits contraceptifs au ministère de la Santé et du Développement social. C'est une initiative de l'UNFPA qui vise à mettre ces produits à la disposition des femmes partout où elles se trouvent à travers le pays. Le coût, plus d'1 milliard de francs CFA financé par l'ambassade de Suède. Koumba Sissé. L'espacement des enfants est un acte qui contribue à promouvoir le bien-être des femmes et ces derniers. Et ce bien-être n'est pas possible sans la disponibilité des produits contraceptifs. Voilà les raisons de cette remise symbolique de ces produits. Le geste vient du Fonds d'appui des Nations Unies pour la population. Un maillon clé pour que la famille et la femme
les couples et l'être humain puissent se développer, c'est que l'être humain ait une liberté sur la planification de sa vie reproductive. L'ambassade de Suède au Mali, partenaire financier de l'INFPI, a injecté plus d'1,25 milliard de francs CFA pour l'achat de ces produits et le recrutement des assistants logistiques. Les thématiques suivantes constituent des priorités pour la Suède. La santé maternelle, l'accès à la contraception moderne, le combat contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH. Au Mali, selon l'enquête démographique de 2018, 325 femmes continuent de perdre la vie sur chaque 100 000 naissances et 33 nouveaux-nés sur 1000 décèdent. En ce qui concerne les adolescentes, 36% des 15 à 19 ans ont déjà eu leur premier enfant. Je suis particulièrement heureux ce jour de réceptionner ce lot qui, j'en suis persuadé, aidera à renforcer la chaîne d'approvisionnement et permettra l'accès des femmes aux méthodes contraceptives jusqu'au dernier kilomètre. Avec la disponibilité de ces produits contraceptifs, le ministère de la Santé, l'INFPI et leurs partenaires comptent toucher les femmes partout où elles se trouvent à l'intérieur du pays. Campagne maraîchère mise en relation des acteurs du marché dans la région de Tombouctou. À l'issue de ce B2B, les intentions de vente se chiffrent à plus de 16 millions de francs CFA. Ce cadre est une initiative de Futur Mali Sougouiroua. Le point avec Najim Baba Sissé. Ce cadre d'échange entre membres de la plateforme multi-acteurs et leurs partenaires de FIDV Futur Mali Séné et Sougouiroua, qui a duré 3 jours, aura tenu toutes ses promesses selon les initiateurs. Les chiffres d'affaires ont suscité la joie, tant au niveau des partenaires, aussi bien que chez les producteurs maraîchers et sémenciers, qui ont facilité l'accès aux semences de qualité grâce à une mini-foire d'intrants. 82 501 francs CFA, tout produit confondu, ce qui a été vendu exactement ici. Donc en plus de ces ventes directes, il y a eu des intentions d'achat pour la campagne qui s'élève à une valeur de 16 331 000 francs CFA. Tout produit confondu. Ces quelques jours d'échange ont permis aux acteurs de recenser les difficultés qui minent le secteur du maraîchage et proposer des solutions afin d'accroître dorénavant la production et la qualité du rendement. Nous demandons donc à nos agrodealers, aux services financiers et aux institutions de microfinance d'apporter leur appui constant à nos maraîchères et à nos maraîchers, sachant toutes les difficultés en matière de semences de qualité, en matière d'intrants et en matière d'équipement. Depuis le déclenchement de la crise, les structures financières ont laissé le terrain. Donc les banques classiques qui sont dans la ville de Tombouctou ne vont pas au-delà de la ville. La rencontre a regroupé les coopératives maraîchères, les groupements des femmes et des jeunes de la région œuvrant dans le cadre du maraîchage et leurs partenaires techniques et financiers. Mission à Koulikoro du programme de suivi de la mise en œuvre du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Elle est allée constater le travail de la commission locale de distribution de vivres aux populations les plus vulnérables. Le point avec Mamadou Koulibaly. Ce sont 17 tonnes de céréales qui sont distribuées à 630 personnes les plus vulnérables à travers la commune urbaine de Koulikoro. Cette aide du gouvernement a pour l'objectif de lutter contre l'insécurité alimentaire, surtout en cette période de soudure. Nous avons constaté qu'à travers les échanges que nous avons eus, la commune urbaine de Koulikoro même, il était prévu 17 tonnes. Nous avons constaté que les 17 tonnes sont effectivement arrivées au niveau de la commune. Et le vendredi dernier, ils ont procédé à la distribution de ces 17 tonnes et tous les bénéficiaires qui étaient programmés ont reçu leur quota. Les populations très satisfaites remercient le gouvernement pour ses actions à leur endroit. Je remercie vraiment le gouvernement pour cette initiative à l'endroit des couches vulnérables de Koulikoro. Nous sommes tous contents de recevoir ces dons. C'est parti droit au cœur. Ce programme de distribution va s'élargir dans les autres communes de la région et partout au Mali. Booster une agriculture à l'aide de produits bio non toxiques, c'est le pari de la Sogeba qui envisage de mettre sur le marché de nouveaux produits phytosanitaires. Cependant, les services publics en charge certifient la bonne qualité des 10 produits
et donne un avis plutôt mesuré. La raison, ces produits proviennent de l'extérieur et demandent à être expérimentés. Les explications avec Alouzine Touré. La Société Générale de Business Agricole a procédé au lancement de nouveaux produits sur le marché. Il s'agit, selon les initiateurs, de mettre à la disposition des producteurs des produits phytosanitaires auxquels ils prêtent des vertus revigorantes pour la culture. La journée d'aujourd'hui, principalement, est basée sur le lancement des nouveaux produits, les engrais biostimulants. Les difficultés que nos producteurs ont rencontrées pour l'accès très difficile aux engrais chimiques, la SOGEBA a réfléchi et a trouvé un palliatif à ce problème-là. C'est-à-dire qu'il faut aller vers la modernisation avec l'importation d'un nouveau type d'engrais, qui est l'engrais minéral, qui est de l'engrais 100% bio. Pour le producteur malien, l'offre semble alléchante, mais il a besoin de la caution des services publics spécialisés. Or, ceux-ci ne semblent pas convaincus de cette potentialité, d'où leur réserve. Pour le moment, on ne peut pas s'attarder à donner beaucoup de détails là-dessus. Bon, il faut qu'on s'approprie de ces produits afin de pouvoir faire la part des choses. Mais tel aujourd'hui, ça serait vraiment difficile pour nous de dire réellement si ces produits sont efficaces, oui ou non. Vous avez participé à ces tests? Non, bon, nous on n'a pas participé. C'est la SOGEBA qui a fait ces tests. La SOGEBA et ses partenaires ont désormais la tâche de démontrer et surtout de prouver la qualité de leurs produits à travers l'augmentation de rendement, objectif ultime des entreprises agricoles. 30e session du conseil d'administration du Centre national de cinématographie du Mali. Les administrateurs font le point des activités réalisées et les perspectives du CNPM. Abdul Karim Kaba. Évaluer les travaux à mi-parcours afin de se projeter sur l'avenir, c'est tout le sens donné à la 30e session du conseil d'administration du Centre national de la cinématographie du Mali. D'entrée de jeu, le président du conseil d'administration a félicité et salué les responsables du CNCM pour les actions entreprises. Le financement, la diversification et la compétitivité du cinéma malien restent encore un défi à relever. Le cinéma malien souffre depuis de nombreuses années et peine à se structurer en véritable industrie. La septième question est du financement, de la réglementation, de la formation et de la professionnalisation ou de la compétitivité restent des défis majeurs auxquels de nombreuses et variées réponses ont été apportées, hélas sans succès. À mi-parcours, l'heure est à la créativité et à la réactivité pour le développement du 7e art malien. Dans un double travail d'introspection et de prospection, nous devons poser de nouveaux jalons et nous devons orienter le centre vers de nouvelles perspectives, de nombreux choix stratégiques, j'allais dire une nouvelle vision qui sort des sentiers battus et proposer de nouvelles alternatives en termes de financement et de structuration. Le CNCM doit, malgré le contexte difficile et des déficits de financement, se pencher vers de nouvelles approches managériales et au besoin réinventer le cinéma malien. Au cours de cette session de mi-parcours, la réhabilitation des salles de cinéma et la mise en page de l'ensemble des acteurs du métier du cinéma ont été également évoqués. Un mot de littérature, Mon Air Afrique, c'est le titre de l'ouvrage de Yacouba Ndiaye, ancien directeur à Air Afrique. Il évoque dans ce livre la liquidation de la compagnie de transport Air Afrique. Que s'est-il réellement passé? Alpha Maïga a parcouru le livre et rencontré son auteur. Mon Air Afrique est un livre facile à lire. C'est un document de référence recommandé pour tout responsable de compagnie aérienne. Le livre met en lumière toutes les zones d'ombre de la défunte Air Afrique et étale de façon simple ce qu'il ne faut pas faire à ce qui doit être fait. Il faut que les Africains cessent d'accuser les autres. Ce qui est la faute, c'est aux Africains d'abord. La faute, c'est d'abord au personnel de l'Afrique. Les hôtesses, il fallait un hôtel 5 étoiles. Ça coûte cher. Il y a un commandant qui a pris son avion pour revenir à Abidjan parce qu'il y a une coupure de courant à Cotonou.
Ils ont tué toutes les entreprises comme ça. On peut recréer, donc on peut le faire à condition d'avoir la volonté politique. Le livre est une masse critique tant par sa présentation que la narration avec des informations de premier plan à l'heure où la problématique de transport aérien en Afrique est dans l'air du temps. Un ouvrage essai, c'est 169 pages et qui est réparti en 8 chapitres. Air Afrique a vécu 40 ans. L'ouvrage est riche en enseignements et permet de savoir ce qui a été fait, mais aussi et surtout ce qu'il ne faudrait plus faire lorsque l'on voudrait recréer une compagnie aérienne communautaire en Afrique. Ce livre que nous présente Yacouba est une analyse très profonde. Yacouba Ndiaye, l'auteur du livre, préconise l'union qui fait toujours la force et rappelle du coup que le moment est venu pour les États africains de repenser une nouvelle forme de coopération pour parvenir à créer une autre Air Afrique. La deuxième édition des Mali Digital Awards se tient du 20 au 22 octobre prochain au Centre international de conférence de Bamako. Information rendue publique par les organisateurs au cours d'une conférence de presse, le programme et les innovations de l'édition 2022 dans ce reportage signé Souleymane Sidibé. À quelques semaines du lancement de la deuxième édition du salon international dénommé les Mali Digital Awards, les organisateurs rencontrent les hommes des médias. Il s'agit pour la commission d'organisation d'expliquer les grandes lignes de l'édition 2022 et inviter les Maliens à y prendre part. Nous maintenons la concentration sur les atouts du Mali. Nos travaux porteront sur quelques axes. Recherche et réflexion en mettant en place des plans d'action d'aide à la décision au gouvernement malien. Traduire notre excellence en recherche et innovation industrielle. La présente édition, qui permet aux acteurs du numérique d'exposer leur savoir-faire, est co-organisée avec la SMTD et parrainée par le ministère des tutelles. Lorsque nous avons appris l'initiative du Mali Digital Awards et que nous avons été sollicités par les équipes ici présentes, nous n'avons ménagé aucun effort à participer à la réalisation d'une telle activité, à nous impliquer au plus haut niveau. Le Mali Digital Awards est une opportunité inédite qui peut permettre à la jeunesse malienne d'inédites opportunités pour participer à la transformation de nos communautés. Cet événement récompense à la fois les meilleurs dispositifs digitaux, mais aussi les hommes et femmes dans le domaine du numérique. Pour participer à la deuxième édition du salon Mali Digital Awards, tapez www.malidigitalawards.com. Le journal des sports, Kodji Sibi en plateau avec moi. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Ibrahim, bonsoir à tous. Alors du foot d'abord pour commencer, le Djoliba AC remporte le trophée de la Super Coupe 2021-2022. Ah oui, Djoliba super champion, on peut dire ça comme ça, puisque auteur du doublé Coupe Championnat et maintenant de la Super Coupe, les Rouges de Bamako se sont imposés 1-0 cet après-midi. Vous allez voir les images justement de cette rencontre. Le Djoliba en rouge et l'AS Real dans ses couleurs habituelles en noir et blanc qui sont en train de poser avant donc le démarrage de cette super coupe. Les rouges donc qui vont marquer l'unique but de la partie. Si vous allez le voir, c'était suite à un corner. Voilà, le corner qui est parti et Ousmane qui justement a propulsé le ballon de la tête. Voilà le but du Lubis marqué par Ousmane Koulibaly à la 47e minute de jeu. Toute la joie des supporters du Djoliba dans les tribunes du stade Modibo Keïta. Voilà, vous les apercevez donc, les rouges qui mettent la main donc sur ce premier trophée de la saison. La Super Coupe, faut-il le rappeler, oppose le champion et le détenteur de la Coupe nationale, puisque le Djoliba est donc auteur du doublé. C'est l'Orias, le finaliste, qui a donc joué contre les Rouges. C'est un match qui prépare d'ailleurs les deux équipes qui vont sortir dans une semaine en compétition africaine des clubs. Parlons à présent du championnat national junior. La finale a été
gagné hier par le club olympique de Bamako. Et c'était au bout du suspense que le club olympique de Bamako a remporté le trophée de ce championnat junior. Le temps réglementaire n'a pas suffi pour départager les équipes. Il fallait recourir au tir au but et cet exercice a souri au club olympique de Bamako. Je ne vous en dis pas davantage. Suivons ce reportage signé Salif Diakité. Le trophée de l'édition 2022 du championnat national junior a choisi le camp du club olympique de Bamako, COB. Les Verts de Bamako ont décroché le titre de champion grâce à leur victoire en finale devant le Stade malien de Bamako. Avec la ferme volonté d'inscrire leur nom au palmarès de cette compétition juvénile, les deux formations multiplient les offensives dès l'entame du match. Elles confondent malheureusement vitesse et précipitation sans parvenir à se départager durant le temps réglementaire, 0-0. La rencontre s'emballe finalement lors des prolongations car le public du stade Mamadou Konaté a eu droit à 2 buts de belle facture. D'abord, Abdoulaye Ba concrétise la légère domination du stade malien en ouvrant le score de la tête. Peu de temps après, Ibrahima Kanté permet au club olympique de Bamako d'établir la parité. 1-1, score final. Puisqu'il fallait un vainqueur, l'arbitre central Ibrahima Sissoko invite les deux équipes à la séance des tirs au but. Cet exercice tourne à l'avantage du COB qui s'impose par 7 tirs à 6. J'ai vu deux équipes qui sont bien organisées, techniquement fort. Bon, c'est avec ça que notre football peut aller loin. C'est-à-dire s'occuper de la base. C'est le soubassement de notre équipe. Ce retour du championnat national junior après un coup d'arrêt fut une véritable occasion pour plusieurs jeunes joueurs d'étaler leur talent. Voilà, championnat junior remporté donc par le club olympique de Bamako. Un mot de football toujours avant de passer à la balle au panier. Signaler que le tirage au sort du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, s'est effectué aujourd'hui et le Mali évoluera dans le groupe D en compagnie de l'Angola et de la Mauritanie pour la 3 donc. Le groupe sera basé à Oran. La compétition est prévue du 13 janvier au 4 février en Algérie. Signalons Ibrahim Traoré que c'est la 5e phase finale du Mali pour 2 finales perdues en 2016 et 2021. Et comme vous l'avez dit, on termine avec le basketball. Par le basketball, avec l'élection de Bassala Aïdara à la tête du bureau de la Ligue du district de Bamako. C'était à la suite de l'assemblée élective de l'instance, c'était hier à Bamako. Bassala Aïdara dirigera donc un bureau de 15 membres pour un mandat de 4 ans. Le reportage est signé Assa Soumari. C'est Bassala Aïdara qui succède à lui-même à la tête du nouveau bureau de la Ligue régionale de basket du district de Bamako pour un mandat de 4 ans. Il était en lice avec Abdoulaye Doukansié. Il remporte 4 voix contre 2. Convoqué à l'issue du mandat qui a couvert la période 2018-2022, dirigé par l'actuel président, des délégués et représentants des clubs ont procédé à la vérification des mandats, des discussions qui vont de l'adoption du rapport moral et financier aux débats simples qui ont suivi et ont permis de dégager des postes formulés en recommandation pour des résultats encore meilleurs. Pour le nouveau président, l'implication de tous est sollicitée pour la bonne marche du basket dans le district de Bamako. C'est à nous de savoir aujourd'hui choisir les dirigeants qu'il faut pour le basketball malien. Donc nous prenons la cohésion. Et on a besoin de tout le monde et personne ne sera laissé sur le carreau. Enfin, le nouvel homme fort de basket du district a remercié tous les délégués et représentants des clubs pour cette confiance placée en lui et demande à tous les membres de s'investir pour le bonheur du basket dans le district de Bamako. Voilà. À suivre lundi, par ailleurs toujours en basketball, les quarts de finale de la Coupe du Mali. Et le tirage au sort est prévu le même soir, bien évidemment, le tirage au sort des demi-finales Ibrahim. Merci beaucoup Kodji. Merci. À demain. À demain. Un rendez-vous à ne pas manquer dans nos programmes ce soir, un magazine spécial 22 septembre, ce soir donc sur la mécanisation de l'agriculture. C'est une réalisation de Dougoufana Traoré à ne pas manquer ce soir donc dans nos programmes. Et c'est ce qui m'a fait à ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.